Deuxième mandat de Poutine, 2004 à 2008. En mars 2004, Poutine est réélu des premiers tours à la tête de la Fédération de Russie. Après des années de désordre et de corruption durant lesquelles une bonne partie de l'héritage soviétique était dilapidée au profit d'une minorité d'oligarques et au détriment du peuple russe, réduit à vivre dans l'extrême pauvreté ou à fuir le pays pour trouver refuge dans les pays voisins, Poutine a restauré ce que les analystes appellent la verticalité du pouvoir. En clair, il a mis en place une gouvernance autoritaire, après que ses collègues de l'ex-KGB aient infiltré tous les rouages de l'administration et du secteur économique. Je disais tout à l'heure que Poutine sait attendre. Et il a attendu en faisant mine de ne rien voir. Pire, il a tourné le dos à ceux qui voulaient, moyennant des millions de dollars, mettre sur le tapis le potentiel nucléaire de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire le seul moyen de défense de l'immense territoire des tsars. Protégé par les services de renseignement dont il est issu, ainsi que ceux de la police et de l'armée, sûr de son coup, il a commencé à frapper et à frapper violemment. Des centaines d'hommes d'affaires, de politiciens, de hauts fonctionnaires et d'officiers supérieurs de l'armée, devenus milliardaires en quelques années, sont alors soit arrêtés, soit assassinés ou envoyés dans les prisons en Sibérie septentrionale. Certaines bonnes âmes ont tenté de faire des raccourcis, totalement idiots, avec les purges de Staline des années 30 qui ont coûté la vie à plus de 2 millions de personnes. Staline a envoyé au goulag et assassiné, faute d'avoir des coupables, de simples suspects, y compris de pauvres fermiers et ouvriers, et sans leur offrir aucune voie de recours. Poutine, quant à lui, s'en est pris aux oligarques qui ne voulaient pas rembourser au rouble près ce qu'ils ont pris au peuple russe. Le mot d'ordre de Poutine et du FSB à l'endroit des oligarques est « rembourse d'abord et va-t'en ensuite ». En tout cas, au cours de ces deux mandats, le président Poutine ne cesse de renforcer le poids des services de renseignement et toutes les forces régaliennes, appelées les Siloviki, qui veut dire homme de force en russe, par opposition aux partisans de la démocratie à l'occidentale. Les agents et officiers du FSB, ex-KGB, se voient avant tout comme des patriotes soucieux du redressement de leur pays, par opposition aux oligarques, tous soutenus par l'Occident, animés par le désir de bâtir une fortune personnelle sur les décombres de l'Union soviétique et peu regardant sur les moyens pour y parvenir. Des milliards de dollars détournés sous Gorbatchev et Yeltsin sont alors récupérés par les agents de Poutine. Ceux qui s'y refusent, et ils étaient nombreux, sont emprisonnés ou tués, et certains qui ont réussi à se réfugier dans les capitales occidentales ont goûté du théocyanure, servi par les agents du FSB dans des palaces en Occident. Quoi qu'on dise, les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2000, le PIB de la Russie était de 257 milliards et en 2008, il a atteint 1700 milliards. Brutal ou pas, dictateur ou pas, Poutine a gagné la sympathie de très grande majorité du peuple russe. Il a pu redonner espoir à des millions de Russes. Il suffit de regarder les changements opérés durant ces 8 années au pouvoir. Propagande ou pas, Poutine a traité les milliardaires russes, devant les caméras de télévision, de cafards pour avoir fermé des usines et mis au chômage des centaines de personnes. De l'autre côté, pour prouver que Poutine est aussi corrompu que les oligarques qu'il a mis hors d'état de nuire, certains médias et opposants politiques font état de sa fortune à l'étranger, en Suisse, précisément. Dans une série d'interviews, données à Oliver Stone, le réalisateur de Platoon, de JFK, d'Alexandre le Grand, à la question sur ces milliards cachés dans les banques occidentales, Poutine a répondu que s'il était riche, il ne cacherait certainement pas son argent dans une banque occidentale. Parole d'un lieutenant-colonel du KGB. Certains autres médias ont évalué la montre qu'il a à son poignet à 7000 €. Il faut rappeler simplement que n'importe quel ministre, maire, directeur, trafiquant de drogue ou voyou européen, américain, africain ou asiatique peut se payer une Rolex à 100 000 €. Donc, selon les standards occidentaux, Poutine aura réellement raté sa vie, puisqu'il ne possède pas de Rolex. Je crois que c'est Einstein qui disait, je cite, « Deux choses sont infinies, l'univers et la bêtise humaine. » Mais, en ce qui concerne l'univers, je n'ai pas encore acquis la certitude absolue. Reprocher à Poutine ou Xi Jinping, qui donnent chaque année 8 à 10 points de croissance aux économies de leur pays, d'avoir des montres à 7000 €, est la preuve que la bêtise et la mauvaise foi sont réellement infinies. 2008 à 2012, la présidence de Medvedev, le pro-occidental. Parrainé par Poutine, Medvedev est élu président de la Fédération de Russie, le 8 mars 2008. Dmitri Medvedev, comme Poutine, a tenté, à plusieurs reprises,
des rapprochements avec l'Occident. Les relations entre la Russie et les États-Unis et entre Obama et Medvedev sont dans l'ensemble positives. Il a tenté sans succès d'intégrer l'OTAN et l'Union européenne. Il a même accepté de participer au sommet tripartite avec Sarkozy et Angela Merkel de Deauville, en octobre 2010, afin de clarifier les positions de chacun sur la question du bouclier antimissile, bien que les États-Unis leur avaient interdit de prendre une quelconque décision. Chose que Poutine n'aurait jamais acceptée. En tout cas, les États-Unis ont trouvé en la personne de Medvedev un partenaire beaucoup plus malléable que son prédécesseur, car avait une réelle admiration pour l'Occident en général, jusqu'au jour où Obama lui a conseillé d'écarter, sinon d'éliminer son mentor, Vladimir Poutine. Medvedev n'a pas attendu les rapports du renseignement russe pour rapporter à Poutine les propos, pourtant tenus en privé par le président américain. À la fin de son mandat, Medvedev a fini par comprendre que toutes les promesses d'intégrer l'OTAN, l'Union européenne ou le retrait des missiles des anciennes républiques de l'ex-Union soviétique n'étaient que de la poudre aux yeux et sont faites uniquement dans le but de pousser Poutine à la porte. D'ailleurs, il est devenu, depuis la guerre contre l'OTAN en Ukraine, insultant et extrêmement virulent envers l'Occident. Troisième mandat 2012-2018, le 4 mars 2012, Vladimir Poutine est élu pour un mandat de 6 ans. Poutine a compris que les Occidentaux ne tiennent compte et ne respectent que le rapport de force. Durant ce troisième mandat, sur le plan de la politique intérieure, il a multiplié par 3 le budget de la défense dont une grande partie dans la recherche et le développement d'armes stratégiques, missiles hypersoniques, sous-marins nucléaires etc., etc. En outre, il a interdit la propagande homosexuelle auprès des mineurs et contre la légalisation des mariages homosexuels. Dans la foulée, il a imposé un impôt sur la fortune, dont le non-paiement est pénalement condamnable et dont les biens de ceux qui tenteraient de s'y soustraire étaient saisis par la justice. Concernant les oligarques russes dont les biens sont confisqués par certains pays occidentaux après l'invasion de l'Ukraine, Poutine a déclaré en juillet 2022 que ces gens-là, parlant de ces oligarques, paient le tribut à leurs amis occidentaux pour leur manque de nationalisme. Par conséquent, ces oligarques, censés être les amis de Poutine, ont simplement fui la Russie pour se soustraire à l'impôt et dont leurs biens en Russie étaient saisis. Par ailleurs, Poutine qui exige la restitution des 300 milliards d'avoirs de l'État russe dans les banques occidentales et n'a manifestement rien à faire des confiscations des biens de ses soi-disant amis oligarques. Sur la scène internationale, ce retour au pouvoir est marqué par son intervention en Syrie, en Afrique, son rapprochement avec la Chine. Après le coup d'État de Maïdan de février 2014, fomenté par les Américains et qui a renversé le président pro-russe Yanukovych et son remplacement par le président pro-occidental Porochenko, le 18 mars 2014, Poutine intègre par référendum la Crimée à la Fédération de Russie. 2018, 4e mandat, il est marqué par la réforme de la Constitution, le 15 janvier 2020, qui renforce les pouvoirs du Parlement au détriment du pouvoir présidentiel. Par ailleurs, il amende la Constitution dans le but de mentionner Dieu et d'y inscrire qu'un mariage n'est possible qu'entre un homme et une femme. Poutine signe un amendement de la Constitution lui permettant de briguer 2 mandats consécutifs et le 21 juillet 2020, il signe un décret qui donne jusqu'en 2030 pour réduire de moitié la pauvreté dans le pays et mener à terme le développement de la Russie. Après avoir utilisé toutes les voies de recours pour dissuader l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Pour mettre un terme à l'installation des missiles américains aux portes de la Russie. En finir avec la militarisation effrénée de l'Ukraine, il lance, en février 2022, l'opération spéciale qui a pour but de démilitariser et de dénazifier le territoire ukrainien. Le 30 septembre, la Russie procède à l'annexion des 4 régions russophones du sud et de l'est de l'Ukraine. Il mène actuellement une guerre par l'Ukraine interposée contre l'OTAN. Patient, il a attendu de 2014 à 2022, pour ne donner aucune chance aux Occidentaux de gagner cette guerre. Poutine, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, ange pour les uns ou démon pour les autres, laissera une trace indélébile dans l'histoire de la Russie et le peuple russe retiendra qu'à son arrivée au pouvoir, en l'année 2000, le PIB était 257 milliards de dollars, en 2022, il est évalué à 2241 milliards de dollars. Après, démocrate ou dictateur, bon ou mauvais, assassin ou salutaire, vrai homme d'État ou politicard de bas étage, au-delà des faits, chacun est libre d'avoir sa propre opinion et ses propres conclusions.